abonnez-vous sur Instagram pour suivre toute l'actualité du rugby. Bienvenue à tous dans Rugby Champagne, la série qui présente les plus grandes légendes de l'histoire du rugby. Au-delà des émotions qu'il peut nous faire ressentir, le rugby déclenche en nous des choses plus importantes encore. Il incarne des valeurs fortes, sur et en dehors du terrain. Des valeurs qui transcendent le sport, le courage, la générosité, l'humilité, la combativité et surtout le collectif. Il y a un joueur pour lequel cette valeur prenait une toute autre dimension. Un joueur fantastique qui a toujours placé l'intérêt des autres au-dessus du sien. Légende du Stade français et du 15 de France, Christophe Dominici nous a quittés dans des circonstances tragiques le 24 novembre 2020. Il avait seulement 48 ans. Dit trop petit pour jouer au rugby, l'ailier aux appuis ravageurs a toujours laissé sa ténacité et sa vitesse de pointe dévastatrice contredire les critiques. Petite pépite capable de percer les défenses les plus colossales, tel David face à Goliath, nul défi n'était trop grand pour son courage et sa détermination. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la petite fusée toulonnaise au palmarès immense et au cœur plus grand encore. Rendons un dernier hommage à celui que l'on appelait affectueusement Domi. L'histoire de cet ailier de légende commence dans le Var. Christophe Dominici voit le jour le 20 mai 1972 à Toulon. Ses parents travaillent énormément. Sa mère tient un camping et des magasins de fruits et légumes. Son père est entrepreneur, mais aussi gardien de but dans les équipes du SR Colmar, puis du IRFC. Il est élevé par ses grands-parents maternels, mais surtout par sa sœur, Pascale, de 10 ans son aînée. Pascale est comme une deuxième mère pour lui. Un véritable socle pour le jeune Toulonnais. C'est d'ailleurs elle qui a choisi son prénom, Christophe. Malheureusement, alors qu'il n'a que 14 ans, sa sœur décède dans un tragique accident de voiture. La famille Dominici implose. Christophe perd tous ses repères. Il a beaucoup de mal à accepter ce décès. Pourquoi elle et pas moi, se demande-t-il. Ce sentiment de culpabilité le ronge. Christophe en veut à la terre entière. Révolté, il accumule rapidement les délits. Vol de mobylettes, de voitures, conduite sans permis, bagarre, garde à vue. Il ira même jusqu'à voler une motocross directement dans le parking de la gendarmerie locale. Heureusement, il trouve un exutoire dans le sport. Et à l'époque, sa discipline, ce n'est pas le rugby, mais bien le foot. Il pratique le ballon rond jusqu'à ses 17 ans. Avec son club de Soliespont, il arrive même en 32e de finale de la Coupe Gambardella avant de s'incliner face à l'AS Monaco d'un certain Lilian Thuram, la rencontre fortuite de deux futures légendes du sport français. Mais lors d'un match, une bagarre générale éclate et Christophe se retrouve seul face à l'équipe adverse. Profondément dégoûté par le manque de solidarité de ses coéquipiers, il est écœuré par ce sport en apparence collectif, mais qui, dans l'adversité, met en exergue l'individualisme de chacun. Il se tourne alors vers le rugby, plus proche de ses convictions. L'atmosphère du club de son village lui parle. Il aime cet esprit de cohésion, les fêtes entre joueurs, la solidarité sur et en dehors du terrain. À 17 ans, il n'a pourtant jamais touché un ballon ovale ni regardé un seul match de rugby. Et mon premier ballon de rugby que je touche à 17 ans, l'entraîneur me dit « C'est pas vrai, t'es un menteur, t'as déjà joué au rugby ». Qu'importe, cette ambiance chaleureuse de franche camaraderie le pousse à tenter l'expérience. Au rugby, il canalise toute la colère qu'il a en lui pour la mettre au service du collectif. Terriblement seul depuis la mort de sa sœur, il retrouve goût à la vie dans ce club. Il le dit lui-même, sans le rugby, je serais devenu un voyou. À 18 ans, il achète une brasserie dans son village de Soliespont. Le lieu devient rapidement le repère des rugbymen du village. On s'y retrouve entre copains,
dans cet esprit fraternel si cher à Christophe. Son club évolue à l'époque en 3e division, mais le jeune demi d'ouverture, son poste à ses débuts, est vite repéré par d'autres équipes de meilleur niveau qui n'hésitent pas à lui proposer de les rejoindre. Il fait le choix de partir pour le club de 2e division de La Valette, à seulement quelques kilomètres de chez lui. Là-bas, il est replacé 3/4 centre. Les qualités qu'il apporte à l'effectif aident le club à atteindre la 1re division, le fameux groupe B. La vision de jeu et la vitesse fulgurante du jeune Domi commencent à être remarquées. Les louanges autour de ce joueur arrivent aux oreilles de Roger Vigourou, alors président du RC Toulon. Il lui propose de rejoindre le RCT. Le club n'a pas d'argent, mais le projet du président plaît à Christophe qui signe sans trop d'hésitation. Son salaire à l'époque, 800 francs par match, soit environ 120 €. Pas de quoi faire des folies, mais assez pour aller boire des coups entre copains. Nouveau club et nouveau changement de poste pour Domi, qui évolue désormais à l'aile, une position qu'il ne quittera plus. À cette époque, le rugby commence à se professionnaliser. Christophe essaye alors de demander une augmentation, et par la même occasion, exige également de son président que tous les joueurs gagnent le même salaire. Quand on vous dit que le collectif était au cœur des valeurs de Domi, ça ne passe pas du tout auprès de Roger Vigourou et leur relation se détériore grandement. Au culot, il appelle alors directement le président d'un tout jeune club, le Stade Français. Max Guazzini, également président de la station de radio Énergie, lui propose de monter à Paris. Mais cela ne suffit pas à Christophe, qui avec tout l'aplomb du monde, lui explique qu'il rejoindra le club parisien si, et seulement si, il peut embarquer avec lui 2 de ses coéquipiers toulonnais, Franck Combat et Christophe Mauny. Un véritable coup de poker et une sacrée preuve d'amitié. À la surprise générale, Guazzini accepte. Après 4 années à Toulon, Christophe Dominici rejoint donc le Stade Français en 1997. Ce club fait figure d'ovni à ce moment-là. La façon dont Max Guazzini aborde le rugby dérange. Il y apporte un aspect showbiz, bien loin de l'image du rugby de l'époque. Il investit beaucoup pour faire de son club un club qui compte. Beaucoup de grands joueurs ou futurs grands débarquent dans l'effectif. Marc Lièvremont, Christophe Juillet, Vincent Moscato, Serge Simon, Diego Dominguez. Les détracteurs parlent même de mercenaires venus uniquement pour le gros chèque à la fin du mois. Le Stade Français, c'est le club de la démesure. Mais il faut bien avouer que ça paye. Et vite. Première saison dans l'élite et premier Brennus pour le club. Du jamais vu dans l'ère professionnelle. Le Stade Français s'impose en finale face à l'USAP 34-7. Dominici récupère la balle pour le Stade Français. Contre-attaque de Dominici. Dominici pour Mitton en position déviée. Ce bouclier de Brennus n'est pas le seul succès de la saison 97-98. Loin de là. Le 1er février 98, Domi est sélectionné en équipe de France. Et pour une première cape, on peut dire qu'il est servi. Un crunch, ce terrible affrontement franco-anglais. Les Bleus reçoivent le 15 de la Rose dans un stade de France tout neuf, dont les peintures ont à peine eu le temps de sécher. Premier match avec les Bleus et premier essai pour l'ailier prodige. Carbonneau pour Castagnède, Castagnède pour Glas, Glas pour Sadourny, Sadourny, la balle est pour Dominici intérieur, il y a du soutien, Dominici essai, c'est le deuxième essai d'équipe de France. Le numéro 11 français se défait tout en puissance et agilité de 2 défenseurs anglais, 2 crochets intérieurs dévastateurs. La légende commence à s'écrire devant nos yeux. Malgré un deuxième essai de Dominici refusé, les Bleus s'imposent 24-17. La première pierre d'un grand chelem qui se conclut en apothéose face au Pays de Galles quelques semaines plus tard, 51-0. Les Bleus de Pierre Villepreux et Jean-Claude Scrella infligent une véritable fessée aux Gallois, qui sortent du terrain avec le postérieur aussi rouge que leur maillot. Essai de Fabien Galtier, le voilà le 6e. Le voilà, le 6e essai français. Domi, blessé, ne participe pas à la rencontre, mais il est champion comme les autres. Un Brennus et un grand chelem. Pas mal pour une première année dans la capitale. Tout va très très vite pour le jeune ailier qui a commencé le rugby moins de 10 ans auparavant. Mais il lui manque encore le match référence qu'il imposera sur la scène mondiale. Et ce match, qui sera pour toujours associé à Domi, c'est bien la demi-finale France-Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde 99.
On y avait d'ailleurs consacré un épisode du flashback. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, on vous en dit quelques mots. Ce match, les Bleus devaient le perdre. En tout cas, c'est ce que beaucoup pensaient. Mais en ce 31 octobre 1999, les dieux du rugby en avaient décidé autrement. Après une première mi-temps âprement disputée, les All Blacks mènent 17-10. Un essai de chaque côté. Titou la maison pour la France et l'inarrêtable John Alomu pour les Blacks. Christophe Dominici est déjà bien présent dans le match. C'est lui qui est à l'origine de l'essai de son demi d'ouverture. Dominici aurait pu marquer seul, mais il est rattrapé à quelques mètres seulement de la ligne d'en-but. Une action qui symbolise bien les qualités de Domi. De la vitesse, des appuis phénoménaux et cette capacité à accélérer de nouveau alors qu'on pense qu'il est déjà à pleine vitesse. Les choses se compliquent en deuxième période. Le temps que Lomu inscrit rapidement un nouvel essai. 24-10 à la 45e minute. Tout semble perdu pour les Bleus. Mais c'est à ce moment que le déclic se fait chez les Français. Christophe Lamaison et son coup de pied réglé au millimètre passent 2 drops d'affilée pour ramener le 15 de France à seulement 8 points d'écart. Titou, le sniper, continue de briller au pied et ramène les Bleus à 2 petits points des Blacks après 2 pénalités réussies coup sur coup. C'est à ce moment précis que Christophe Dominici entre en scène. Reparlons de cette séquence qu'on évoquait dans le flashback justement. Galtier récupère un ballon gratté et tape au pied au-dessus de la défense néo-zélandaise. Un coup de pied ambitieux, mais le rebond est favorable à un Dominici qui surgit comme un diable. Mertens essaye de l'emmener au sol, mais rien n'y fait. Dominici part comme une balle en direction de l'en-but et vient aplatir entre les poteaux. Le public français exulte, tout comme le reste du stade, qui n'a Dieu que pour le 15 de France désormais. Ils ont conscience d'assister à un match historique. Dominici réussit l'impensable. La suite, vous la connaissez. Plus rien ne peut arrêter des Français en état de grâce. C'est la débandade chez les Blacks. Impuissants, ils ne peuvent empêcher l'essai de Richard Daute. Philippe Bernassal parachève le travail en apportant le coup fatal à des Néo-Zélandais qui ne savent plus où ils sont. Et c'est validé par Monsieur Fleming. Quelle équipe de France! Quelle équipe de France! Le Franck Flair! C'est extraordinaire! Score final, 43-24. Les Bleus viennent d'infliger 33 points consécutifs aux épouvantails du rugby mondial et terrasser une équipe qui semblait intouchable. Une rencontre inoubliable, dans laquelle Domi a allumé la mèche de la révolte. Le talent de l'ailier éclate aux yeux des téléspectateurs du monde entier, même s'ils ne savent pas encore prononcer correctement son nom. Christophe Dominici. Avec son mètre 72 et ses 80 kilos, il a fièrement tenu tête à Umaga, Lomu et leurs camarades. Son essai a fait basculer le match et propulse l'ailier dans une autre dimension. À partir de ce jour-là, les All Blacks diront de Dominici qu'il était de petite taille, mais un titan sur les terrains. Les Français s'inclinent en finale face aux Wallabies. Mais l'essentiel n'est pas là. Cette année sera véritablement l'année Dominici. Pour sa 3e saison avec le Stade français, il remporte à nouveau le Brennus en s'imposant 29-23 face à l'US Colomiers. 2 titres en 3 ans. On a vu pire. Le petit ailier du Var est au sommet de sa carrière. Mais tout n'est pas aussi rose que le maillot du Stade français. L'ailier français est désormais partout. Les sollicitations médiatiques pleuvent. Par peur que l'on pense qu'il a pris la grosse tête, Domi accepte tout. Jury pour Miss France. Il pose pour Playboy et Paris Match. Remet des trophées musicaux. Tourne dans des publicités. J'ai pas trouvé mieux. Normal. Ceinture est l'eau la plus riche en minéraux, et de loin. Et se fait même photographier à l'Olympia avec Cher. Vous avez fait des photos avec Cher. Oui. Comment elle est de près? Très très bien refaite. Impossible de le rater. Une spirale infernale. Des pellicules. Mais moi je suis serein avec Head & Shoulders Menthol. À l'été 2000, son ami Pierre Cessano décède. Quelques mois plus tard, sa femme Ingrid le quitte. Il est à nouveau seul. C'en est trop pour Christophe. Les souvenirs de son adolescence et de la disparition de sa sœur rejaillissent. La dépression le rattrape. S'ensuivent de longues semaines de souffrance qui lui valent un passage à l'hôpital. Ne te tue pas, te rend plus fort. Mais je crois que ça la phrase veut dire ce qu'elle veut dire, quoi. C'est que j'avais besoin de souffler à ce moment-là, en novembre 2000. J'étais vraiment au plus mal. Je n'ai pas dormi pendant 24 jours.
j'ai perdu 8 kilos. Je pleurais en me levant, en prenant ma douche, en mangeant. Tout était une souffrance. Grâce à ses amis, à Max Guazzini et au Stade Français, Domi parvient à remonter la pente, doucement. Et voilà quoi. C'est que j'étais obligé de me recadrer, de redonner un sens et un but à ce que je faisais quoi. Avec le soutien de Bernard Laporte, son ancien entraîneur au Stade Français, il fait son grand retour en équipe de France en 2003, après une parenthèse de 2 ans. Cette année-là, il participe à sa 2e Coupe du Monde. La France est bien préparée. Après avoir dominé sa poule, le 15 de France se défait aisément de l'Irlande en quart de finale. Un des plus beaux matchs de l'ère Laporte. On peut même y apercevoir un peu de French flair. Puis arrive la demi-finale face au tant redouté anglais. Un seul essai dans ce match, celui de Serge Betsen, en tout début de rencontre. Les Français n'arrivent pas à s'adapter aux conditions climatiques difficiles. Mais surtout, les Bleus ont passé 20 minutes en infériorité numérique. Carton jaune de Betsen à la 54e minute sur un plaquage à retardement sur Sir Johnny. Et notre cher Christophe n'a pas été en reste en première mi-temps avec ce vilain croc en jambe sur Jason Robinson. Le carton jaune est amplement mérité. Johnny Wilkinson punit les Français au pied et marque l'intégralité des points de son équipe. Le 15 de la Rose ressort victorieux de ce crunch, 24-7. Une fin de Coupe du Monde en demi-teinte pour Domi. Pourtant, il en était convaincu. Cette fois, c'était la bonne. Il le dira même plus tard. On était armés pour être champion du monde. Domi et ses coéquipiers ne se laissent pas abattre pour autant. À peine quelques mois plus tard, les Bleus remportent leur 8e Grand Chelem lors du tournoi des 6 Nations 2004. Le 2e pour notre Christophe national. Malheureusement, l'action que beaucoup retiennent est cet essai manqué face à l'Italie. Christophe est seul sous les poteaux sans aucune pression. Et là, il rate l'immanquable. Il se penche pour aplatir, mais le ballon lui échappe des mains. Il le rattrape, mais l'arbitre voit l'en avant. L'essai est refusé. Même si les Bleus remportent le match 25-0, Christophe est déçu. C'est des fautes professionnelles, il faut que ça arrive ça. Malheureusement, c'est encore contre l'Italie. Malgré tout, il y a un score, je dirais, correct. On attendait peut-être un peu plus encore de l'équipe de France. Je crois qu'on a dominé tout le match avec quelques petites imperfections. L'erreur est humaine, et on n'en tient pas rigueur à Domi. Il a toujours su prouver qu'on peut compter sur lui dans les grands moments. En 2005, c'est une affiche franco-française qui se profile en demi-finale de H-Cup le 23 avril au Parc des Princes. Stade Français, Biarritz. Malgré son statut de champion de France en titre, le Stade Français est loin d'être favori, l'équipe étant considérablement affaiblie par diverses blessures. Les Biarros comptent bien profiter de l'absence de Scrella et Juan Martín Hernández. L'intensité de l'avant-match est palpable dans les vestiaires. Les Parisiens, éliminés 1 an plus tôt par le Munster en quart, savent qu'ils doivent puiser dans leurs ressources. Et qui de mieux que Dominici pour galvaniser les siens avant le combat. C'est là qu'on voit les grandes équipes, les mecs, les grands joueurs, grands matchs. Grand match, on a rendez-vous les mecs. On a rendez-vous. Dès le début du match, les Basques sont plus entreprenants en attaque. Ils enchaînent de beaux mouvements collectifs, mais se heurtent à la solide défense de Bibi Oradou et des siens. Le BO concrétise tout de même sa domination grâce à son serial buteur Dimitri Eshvili, auteur de 3 pénalités durant la première demi-heure. 9-3 pour les Biarros à la mi-temps. À moins d'un quart d'heure de la fin du match, le Stade Français doit remonter 11 points pour espérer se hisser en finale. Retrouvant un second souffle, les joueurs de la capitale épuisent les Biarros en fin de match. À la 86e minute et à l'issue d'une dernière phase offensive interminable, l'intenable Dominici remarque une faille dans la défense basque et se faufile dans un trou de souris pour offrir l'essai de la victoire. Le Parc des Princes est aux anges. Blanco, lui, n'en croit pas ses yeux. Dominici, c'est ça. Saisir sa chance, faire preuve d'audace et surprendre l'adversaire. Un enfant du French flair, tout simplement. Le roi du bluff, audacieux, mais calculé. C'est le culot d'un athlète qui sait mieux que quiconque ce dont il est capable. Le Stade Français se qualifie ainsi pour la 2e finale européenne de son histoire.
mais ne peut malheureusement pas goûter au trophée. Les Parisiens sont défaits par le Stade Toulousain en finale, 18-12, après prolongation. Il faut noter que moins de 2 mois plus tard, Parisiens et Biarrot recroisent le fer pour la finale du championnat de France. Après prolongation et au terme d'un match totalement fou, les Vaillants Basques prennent leur revanche sur le Stade Français de Galtier et Dominici, 37-34, grâce à un essai de Jean-Baptiste Goblet, un drop de Julien Perrelongue et 9 pénalités de l'inamovible Dimitriashvili. Toutefois, ce n'est pas le score final qu'il faut retenir, mais plutôt une action qui reste à jamais gravée dans notre mémoire. Sur une passe reçue derrière la ligne du milieu de terrain à la 26e minute, Domi entame une action qui résume parfaitement le joueur qu'il était. S'arrachant de plusieurs plaquages, la mobilette Dominici fait parler ses centimètres cubes et laisse la défense biarrote dans son rétroviseur, inscrivant un essai individuel d'anthologie. Mais plus encore que cette chauche fantastique, c'est ce qui se passe juste après qui nous marque. Car Dominici prend à peine le temps de célébrer son exploit. Du coin de l'œil, il aperçoit son coéquipier et complice de toujours, Julien Arias, au sol, seul, en pleine bagarre, avec le biarrot Nicolas Brusque. Peut-être se remémore-t-il des images de son adolescence, ce fameux match de foot où il s'était retrouvé abandonné face à l'équipe adverse. Il court vers son camarade et est l'un des premiers à lui venir en aide. Finalement, rien de grave, mais cela nous permet d'apprécier le rock dont est bâti Domi. Énorme talent individuel, mais toujours le premier à venir aider ses camarades. Ses camarades, ce sont ses coéquipiers du Stade Français, mais aussi les Bleus avec qui il partage des moments d'anthologie. 2007 en est riche, avec le 6 Nations et la Coupe du Monde au calendrier. Malgré leur statut de champion en titre, les Bleus ne font pas figure de favoris pour ce 6 Nations. Le puissant 15 du trèfle de Brian O'Driscoll et Ronan O'Gara semble être le candidat idéal au Grand Chelem. Le fameux fighting spirit des Irlandais se manifeste dès leur première victoire face au Pays de Galles, renforçant ainsi les certitudes des bookmakers. Les Français, eux, se défont facilement de l'Italie pour leur premier match, mais retrouvent ensuite les féroces Irlandais dans la forteresse de Croke Park. Lors de ce match à l'intensité explosive, il faut attendre les dernières minutes du match et une percée non pas de Domi, mais de son poulain et ailier complice, Vincent Clerc, pour voir les Bleus triompher. Les Bookies ne savaient plus où se mettre. La France redevient l'équipe à battre. C'est au tour des Gallois de Tom Shanklin de venir frapper aux portes du Stade de France. Dominici, qui avait été en retrait à Dublin, attend la 28e minute pour rappeler au monde entier son talent unique. Sur une passe de Mignoni, Dominici reçoit la balle dans les 22 Gallois, quasi à l'arrêt. Avec cet exploit tout en explosivité, Dominici démontre une nouvelle fois sa capacité à déstabiliser les plus grandes défenses du rugby mondial. À la fin des 80 minutes, les Bleus se défont du dragon gallois et préservent leur espoir de Grand Chelem. Cependant, le 15 de la Rose se chargera de mettre fin à cela par la suite. Le tournoi s'achève sur un super Saturday de folie, où les 3 derniers matchs sont joués à la suite. 4 équipes peuvent encore remporter le tournoi. Le destin des Bleus se joue contre l'Écosse au Stade de France, et les tricolores ont besoin d'une marge de 24 points pour s'emparer de la première place. Dans les tout derniers instants du match, Elvis Vermeulen marque un essai. Ces derniers points suffisent à la France pour remporter le tournoi, mais Craig Joubert, l'arbitre du match, hésite. Après une interminable évaluation vidéo de l'arbitre sud-africain, l'explosion de joie est indescriptible. La France remporte son 2e tournoi d'affilée, une première depuis le doublé de 97-98. L'année des débuts en bleu de Domi. Une simple coïncidence? À vous de nous le dire. Quelques mois plus tard, c'est la Coupe du Monde qui est à nouveau dans le viseur du 15 de France. La 3e pour Christophe. La compétition commence mal pour les Bleus. Premier match et première désillusion face aux Argentins. Les Français n'avaient jamais perdu en poule auparavant. La France se reprend par la suite avec une large victoire, 87-10 face à la Namibie. 13 essais inscrits par l'équipe de France. Puis un 25-3 face à l'Irlande. Michalak, mais avec ce coup de pied. Reste dans l'air de jeu, reste là. Qui va y aller? Domi a enfin l'occasion de s'illustrer dans le dernier match de poule, face à la Géorgie. Titulaire à l'aile, il inscrit 2 des 9 essais français. Un premier essai dans le pur style Dominici, réception d'une passe au pied de Boxis, puis crochet intérieur pour se défaire de son vis-à-vis.
un classique. Puis un deuxième essai, toujours sur une passe au pied, mais de Jean-Baptiste Elissalde cette fois. Domi passe la seconde et récupère le ballon au nez à la barbe des défenseurs géorgiens. 2 essais magnifiques. Les Bleus terminent deuxième de leur poule. C'est l'heure des quarts de finale. L'heure des retrouvailles avec ces chers All Blacks. La dernière victoire du 15 de France remonte à l'an 2000, au Stade Vélodrome. Une éternité. Cette équipe néo-zélandaise fait peur à tout le monde. Dan Carter, Jerry Collins, Ali Williams, Richie McCaw, Luke McAllister, Joro Kosoko, pour ne citer que. C'est l'heure du haka. Les Bleus s'avancent et s'arrêtent à quelques dizaines de centimètres de leurs adversaires. La tension est palpable. Domi soutient sans sourciller le regard d'Ali Williams, qui fait pourtant 2 fois son gabarit. La tension est à son comble, et Dominici semble être à la place qu'il a toujours souhaitée. Avec ses copains, solidaires, prêts pour un combat qui semble perdu d'avance. Ce match complètement fou, nous reviendrons dessus dans une prochaine vidéo, c'est promis. Mais on avance directement à la 68e minute, avant l'entrée en jeu de notre cher Christophe. Lionel Boxis laisse sa place à Frédéric Michelin. Mais déjà, les commentateurs français parlent de Dominici qui doit rentrer au prochain arrêt de jeu. Dominici, c'est un match winner. C'est un match winner. En plus, tout à l'heure, à l'échauffement, il me dit ce soir, j'ai de la TNT dans les jambes. Ils n'ont pas le temps de finir leur phrase que l'exploit français se produit. Le nom de Christophe Dominici est à peine évoqué que les All Blacks encaissent cet essai fatal. Vertraille qui a passé les bras. Frédéric Michalak qui a du monde à l'extérieur avec Evans qui va retrouver Josion. Josion L'homme de la demi-finale 99 n'est pas encore sur le terrain que son aura a déjà frappé. On exagère, bien sûr, mais ne peut-on pas imaginer que Domi soit une sorte de porte-bonheur face aux All Blacks? Nous, on y croit un peu. La France avait besoin de Domi, sur le terrain ou sur le banc, pour vaincre la Nouvelle-Zélande. Christophe rentre sur la pelouse à la 70e minute pour remplacer Cédric Emmons. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il sera victorieux avec les Bleus. La boucle est bouclée. Le match de 99 l'a fait connaître mondialement, et cette victoire de 2007 parachève son histoire fabuleuse face aux Blacks et avec l'équipe de France. C'est fini! Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste! C'est ce qu'il fait! La France est en demi-finale! La demi-finale ne se passe pas aussi bien. Le réalisme des Anglais met un terme au rêve de finale des Français. Dominici ne joue que les 20 dernières minutes du match. Pas assez pour laisser sa marque. Direction la petite finale et le match pour la 3e place. La France s'incline face à l'Argentine. Mais l'essentiel n'est pas là. C'est le dernier match de Domi sous le maillot bleu. Le clap de fin. La dernière de ses 65 sélections. Domi, c'est 25 essais sous la bannière tricolore. Domi, c'est 4 tournois des 6 nations, dont 2 grands chelems. Domi, c'est le meilleur marqueur français en Coupe du Monde. Domi, c'est un des tout meilleurs ailiers que le 15 de France n'ait jamais eu dans ses rangs. Domi, c'est la légende en bleu. Si sa carrière internationale est terminée, il lui reste encore une saison à disputer avec son club de cœur. Le 31 mai 2008, c'est son dernier match à Jean-Bouin. Le dernier match d'une figure du Stade français. Christophe rentre seul sur la pelouse. 142 matchs et 238 points avec le maillot rose. Ça vous place un homme. Mais c'est surtout 5 titres de champion de France, 5 boucliers de Brennus, 5 titres en seulement 10 saisons. Il aurait même pu marquer un essai pour son dernier match à domicile, mais il est finalement refusé à la vidéo. Ce jour-là, le Stade français l'emporte largement face au Castres Olympique, mais il perd aussi l'un de ses plus grands joueurs. Domi retrouve toutefois son club de cœur la saison suivante, en tant qu'entraîneur cette fois. Il a la charge des lignes arrières. L'expérience ne dure qu'une saison, malheureusement. Il devient alors consultant, d'abord pour France Télévisions, puis RTL, et enfin l'équipe. Domi se lance également dans l'entrepreneuriat. Tour à tour, dans le vin, l'embouteillage d'eau de source, ou encore les chevaux. Domi est partout, avec plus ou moins de succès. Sa dernière aventure, c'est le rachat du légendaire club de Béziers. Un retour à ses premiers amours. Il prend à bras-le-corps ce projet, soutenu par des investisseurs émiratis. Cet investissement rend le refus du gendarme financier de la Ligue encore plus difficile à accepter.
Une véritable désillusion pour Domi. Le 24 novembre 2020, Domi est parti. Le génie du rugby français s'en est allé rejoindre les légendes disparues. Un garçon exceptionnel, qui malgré sa petite taille, ne reculait devant rien ni personne. Toujours prêt à se sacrifier pour les autres. Si quelqu'un devait symboliser l'esprit collectif du rugby, ce serait bien lui. Comme il le disait lui-même, sur le terrain, pour être grand, il faut être tout petit. Le minot de Soliespont avait éclaté à la face du monde en 1999 lors de cette mythique demi-finale face aux All Blacks. Un éclair bleu, auréolé d'or, au milieu des maillots noirs. Un essai magique qui propulse les Bleus en finale. Il avait ensuite continué de nous éblouir par son jeu fantasque, toujours avec les Bleus, mais aussi en club. Comment penser au Stade Français sans penser à Domi, l'homme qui offrit 5 titres au club parisien. Domi, c'était ses cadrages débordements ravageurs, cette vitesse ahurissante, cette agressivité au service du jeu. Insaisissable, il pouvait se faufiler dans le moindre interstice des défenses adverses. Puissant, il savait pénétrer les lignes ennemies grâce à ses courses dévastatrices. Du haut de son 1m72 m, Domi n'avait peur de rien et savait même donner du courage aux autres. L'ailier était un pilier de vestiaire, le regard malicieux, le cœur immense. Il était un coéquipier de rêve. Domi a sublimé un rugby de vitesse et d'évitement, un rugby de panache, un rugby de rire, de larmes et d'amour. Et pour tout cela, nous te disons merci Domi. Quand on perd quelqu'un, on se sent terriblement seul. Et pourtant on est entouré, mais au fond de nous-mêmes, on est seul. Au plus profond de son âme, et là je retrouve une vie, quelque part. Je pense qu'au rugby ou dans le sport, quand on est sur un terrain, pour être grand, il faut être tout petit.